Donc de ces dessins qui a également été très chroniqué à son époque. Il était suivi quasiment tous les jours comme une star people finalement à l'échelle de la force de la presse à l'époque. Alors il faut distinguer trois périodes. Il y a la période avant l'exil où effectivement il est dans les salons littéraires, il est à la cour, que ce soit les rois ou les empereurs, parce que Victor Hugo a été assez versatile d'un point de vue politique au début de sa vie. Il y a la deuxième période qui est l'exil, où quelques journalistes viennent le voir, mais ils ne peuvent pas être très nombreux, bien entendu. Il faut traverser, ils sont surveillés par la police impériale, donc c'est compliqué. Puis il y a la troisième partie de sa vie, où alors là, c'est effectivement une star, puisque les journalistes vont essayer de guetter la moindre de ses apparitions, et les gens aussi. Il y a des témoignages, par exemple, lorsque Victor Hugo va à la plage en Normandie, vous avez des gens qui viennent lui demander des autographes, qui essaient de se photographier avec lui, etc. etc. Donc c'est une vraie star, en effet. Il a aussi, dans son enfance, vous revenez sur les premières périodes de sa vie, tout n'a pas été linéaire pour lui. C'est pas quelqu'un qui est né précisément comme une star. Il a eu aussi quelques vicissitudes avec des parents qui n'ont pas forcément été très présents pour lui. Oui, alors ça c'est compliqué, on est toujours à cette espèce de limite où on se demande ce qui a pu marquer un enfant et le futur artiste qui sommeille en cet enfant. C'est vrai qu'il naît pendant les guerres napoléoniennes et il naît de deux parents qui se déchirent. Son père est général d'Empire, deux parents qui se déchirent, et le petit Victor Hugo va se retrouver sur les routes au fur et à mesure des dissensions entre ses parents, lorsque sa mère vient voir son père, repart avec les enfants, puis il est fait, j'allais dire prisonnier, oui c'est ça, littéralement. Son père lui impose à Madrid de rester dans un collège pendant plusieurs mois. Donc effectivement, Hugo a dû fabriquer quelque chose avec l'écrit, avec la lecture, pour se sortir de cette situation absolument compliquée pour un enfant. Un peu plus tard, donc, il est écrivain. On est à une période du siècle où on a de très grands écrivains qu'on considère comme des classiques aujourd'hui. J'en citais un, c'est Alexandre Dumas, qui est un roi du feuilleton. Est-ce que ces deux-là ont des rapports? Est-ce qu'ils sont ennemis, ils s'ignorent royalement? Les deux, alors aussi, je suis obligée de vous répondre les deux. Et ils sont rivaux, bien entendu, parce qu'au théâtre, leurs pièces sortent en même temps, et Dumas a un petit peu plus de succès que Victor Hugo, mais ils sont amis. Et par exemple, c'est Alexandre Dumas qui va saluer le départ de Victor Hugo. Lorsque Victor Hugo quitte la Belgique pour partir dans les îles anglo-normandes, eh bien Alexandre Dumas est là, et ils vont continuer à correspondre jusqu'à la fin de leur vie. Quand on est dans les îles anglo-normandes comme Hugo, est-ce que à ce moment-là, il est plus inspiré par le dessin ou bien par l'écriture? Alors il a une petite période de latence où il va se demander, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des Misérables, il va se demander ce qu'il peut faire. L'inspiration, la première inspiration, vous la connaissez, ce sont les châtiments, c'est-à-dire vraiment châtier l'empereur. C'est une forme d'écriture qui est très spéciale, qui est parfois désagréable pour nous à lire aujourd'hui, puisqu'il va accabler de toutes les épithètes possibles Napoléon III. Et puis après, progressivement, il va se remettre au roman, il va se remettre à la poésie. Et puis à d'autres expériences que l'écriture, comme le spiritisme aussi. Est-ce que c'est un... Alors, quelle est la place du spiritisme dans son processus créatif? Est-ce que vous le lancez? Elle est très compliquée à mesurer. Alors, c'est un effet de mode. Le spiritisme est à la mode à ce moment-là à Paris. Il y a une amie qui l'importe de Paris dans les îles anglo-normandes. Et donc, Victor Hugo est très réticent. Il observe ça en disant « je vois pas trop à quoi ça sert ». En plus, le guéridon refuse de fonctionner. Donc, ils arrivent à trouver un autre guéridon qui, lui, veut bien fonctionner. Et là, stupeur, le guéridon apporte la voix de Léopoldine. Alors vous connaissez sans doute Léopoldine, c'est la fille aînée de Victor Hugo qui est morte tragiquement en se noyant dans la Seine. Et à partir de ce moment-là... Victor Hugo a pris la mort alors qu'il était en province... Il était à Rochefort-sur-Mer, tout à fait, il l'a pris par les journaux, et en plus il était avec Juliette. Donc vous imaginez la culpabilité de ce père qui n'est pas là avec sa famille quand sa fille se noie, donc il a une grosse culpabilité, c'était sa fille préférée, il faut bien le dire aussi. Et donc à partir de ce moment-là, puisque Léopoldine lui parle via les tables tournantes, eh bien il va y avoir des mois et des mois d'expérimentation de ces tables tournantes. Et je suis bien incapable de vous dire, parce que c'est difficile à juger, si les tables ont vraiment tourné ou n'ont pas tourné, mais en tout cas, c'est à la base d'une inspiration très intéressante de Victor Hugo, puisque ça va lui permettre, là on en parlait tout à l'heure, d'enrichir son imagination. Et beaucoup de poèmes sont inspirés par ces fameuses tables tournantes. Et il a demandé une chose, c'est pour ça que je parle de tables tournantes, il a demandé qu'on sorte un livre, mais des années après sa mort, qui s'appelle Les Tables, où sont donc retranscrits
les comptes rendus de ces fameuses séances spirites. Et là, c'était sa deuxième fille, Adèle, qui était chargée de faire les comptes rendus. Et vous savez que ça n'a peut-être pas vraiment réussi à Adèle Hugo, puisque c'est celle de ses filles qui va finir folle, hein, enfermée, vous le savez, dans un asile. Et il est évident que cette situation, dans les îles, en train de travailler à recopier les comptes rendus des tables qui tournent, c'est peut-être pas très simple pour une jeune fille. Et là, sur une autre table tournante, et on rejoint l'histoire du biographe qui devait être à votre place aujourd'hui, puisque François Rivière a écrit sur Conan Doyle, dont on connaît aussi les penchants pour le spiritisme à la même époque.